Salon de la radio et de l'audio digital. Jamil Chalak, vous êtes le président de Radio Orient. Quand on parle de diversité, je disais, en te taquinant un petit peu, en disant c'est tout de suite Jamil qu'on appelle. Pour quelle raison Radio Orient est légitime pour parler de diversité ? Radio Orient fait partie des radios qui sont légitimes pour parler de diversité. Je pense au Move, à RFI, parce qu'en fait, il faut revenir à l'histoire. La création de Radio Orient, c'était à l'époque où il y avait la radio libre, où il fallait répondre à un certain nombre. Avec les enfants de 81. Voilà, donc c'est très très vieux. Mais après, ce pays, c'est le pays de la diversité, en fait. Il y a des couches comme ça de populations différentes qui sont en France, mais la France était beaucoup à l'extérieur aussi, beaucoup depuis très longtemps. Donc c'est un peu légitime que ces programmes-là ont existé. C'est quand même super que il existe quelque chose comme le Move, par exemple, parce que ça prend en compte. C'est quand même super que quelque chose comme RFI existe, parce qu'il y a une demande, il y a une attente. Radio Orient, quand elle a été créée, c'était dans un mouvement bien particulier. Les choses ont changé, mais les besoins des gens de la diversité en matière de contenu, eux, n'ont fait qu'augmenter. Et d'ailleurs, c'est bien que ce soit pas uniquement l'apanage du service public qui le fait très bien, mais qu'il y ait aussi des radios associatives, des radios privées qui aussi portent ce message. Et Bruno pourra en parler, puisque pendant longtemps, il a été dans ce type de radio aussi. On n'a pas les mêmes missions, et nous, on se considère comme une radio complémentaire, et du service public, et des grandes radios. On va pas aller sur des thématiques que tout le monde va reprendre nécessairement. On va aller sur des thématiques parce qu'on sent que localement, on en a besoin, et qu'elles ne sont pas assez développées, et que, aujourd'hui, l'actualité, c'est le H1N1, je crois. Coronavirus. Dans toutes les grandes radios. Et on va nous parler de ça. S'il y a quelques gilets jaunes qui traînent dans Paris, on va nous parler de ça. On va peut-être pas nous parler de tremblement de terre en Turquie, de ce qui se passe en Irak aujourd'hui, et en Libye. Et des répercussions que ça pourrait avoir en France. On est très nombriliste, finalement. Il y a un marché publicitaire qu'il faut satisfaire, il y a des taux d'audience, on pense qu'on peut se tenir comme ça. Il y a une pression, probablement, sur les contenus qui viennent des annonceurs directement ou indirectement. Je pense que peut-être nous, mais nos amis d'Africa, nos amis de Beurre, nos amis du Move, nos amis d'RFI, on n'a pas tout à fait cette pression, même si on n'a pas vraiment les mêmes moyens non plus. RFI, c'est la radio de la diversité, d'abord, puisque vous n'êtes pas qu'une radio francophone. C'est 16 langues, je crois. Exactement, 16 langues français. D'ailleurs, je voulais dire que vous avez également remporté le Grand Prix, jeudi, de la radio francophone publique de l'année ici au Salon de la radio, Radio France Internationale. C'est 16 langues et c'est tout autant un réseau de pays, 40 millions d'auditeurs, je crois, minimum, on va dire. J'ai bien appris ma leçon avec votre directrice Claire Mégy. C'est au quotidien la diversité, même dans les équipes, on va dire. Vous avez une rédaction notamment à Paris qui est alimentée par l'ensemble de votre réseau, en fait. Exactement, comme vous, c'est vraiment dans notre ADN, parce qu'on émet donc en français et en 16 langues, et on s'adresse au monde entier. Donc cette diversité, elle est d'abord dans nos journalistes, dans nos équipes, dans le contenu de ce qu'on fait, simplement parce que notre auditoire a besoin de ça. Je trouve que quand on se pose cette question de la diversité, je trouve qu'il y a 2 angles. Il y a qui fait la radio, c'est qui sont les journalistes. Le fil conducteur de cette conférence. Mais c'est aussi ce qu'on fait dans nos contenus, exactement ce que vous disiez sur la question on s'intéresse au monde et on parle pas simplement de ce qui se passe ici. Mais je voudrais rajouter un 3e élément. Évidemment, pour nous, tous les 3, c'est dans notre ADN, c'est une évidence. Mais je pense que ça devrait être une évidence pour toutes les radios. On est dans une société française, si on parle de la France, qui est diverse et qui est diversifiée. Et si on veut que cette société se reconnaisse et puisse écouter ce qui se dit, de fait, il faut un recrutement et des thématiques qui les concernent. Autrement, après, on s'étonne de plus toucher les jeunes. Bah oui, mais enfin, si vous faites rien qui les concerne, vous allez avoir du mal à recruter des jeunes. Et nous, ça fait 2 ans et demi que je suis responsable des magazines. Moi, j'ai fait pendant plus de 14 ans une émission quotidienne sur la santé, sur RFI. Ça fait un petit moment que je travaille à RFI. Et ce qu'on a cherché à développer, c'est justement une émission ciblée vraiment sur les jeunes. Alors, on dit quoi ? Une autre qui est Légendes urbaines,
qui est une émission de cultures urbaines, pas simplement d'ailleurs de rap. Et c'est bien notre idée de toucher les jeunes, et pas simplement par le linéaire, mais par tous les réseaux sociaux, Internet et autres. Et le digital, oui, évidemment. Et donc, cette diversité, je dis, évidemment, pour nous trois, elle nous concerne, elle est évidente, mais je trouve qu'elle devrait concerner absolument tout le monde. Alors évidemment, Bruno Laforesterie, directeur de Move. En plus, tu es le président du comité diversité de Radio France, donc alors là, on peut dire que tu cumules toutes ces fonctions-là. Et on a fait une interview ensemble sur un des précédents magazines de la Lettre Pro de la radio. Et tu me disais quelque chose qui m'avait marqué en disant peut-être que finalement, le problème des radios aujourd'hui, c'est qu'elles ne savent pas parler aux jeunes parce qu'elles ne les fréquentent pas, elles sont dans leur tour d'ivoire. Et tu me donnes un exemple en disant quand tu vas à un concert, tu es dans la fosse, tu n'es pas dans les VIP en haut. Alors de temps en temps, ça m'arrive d'aller dans les VIP, mais j'aime bien aller aussi. T'aimes bien la petite coupe de champagne quand même. Champagne ou autre. Non, mais voilà, c'est vrai que déjà merci pour l'invitation. On se connaît, on s'est croisés. Déjà, moi, je salue le fait que la radio incarne la diversité dans son histoire en France, et on a un écosystème qui est extraordinaire, qui est unique dans le monde. Et mon parcours personnel fait que j'ai commencé la radio dans une associative qui s'appelait EFM en 93. Tu vois, ça nous vieillit. Qui s'est transformée elle-même après en radio B commerciale qui s'appelait Génération, que j'ai dirigée pendant 15 ans. Et maintenant, je suis dans le service public à Radio France depuis 6 ans. Mathieu Galette allait te chercher pour ça aussi. Tout à fait, oui. Et dans le service public, qui est un service public Radio France, qui est un service public exceptionnel dans sa diversité de l'ensemble de sa proposition, qui est une proposition évidemment locale avec 44 radios locales de proximité, et qui est une proposition nationale avec différentes thématiques. Voilà. Et sur notre sujet, évidemment, il faut se dire les choses. Cette thématique autour des jeunes, de la diversité, elle a souvent été exposée, elle a été théorisée. La mise en pratique a souvent été plus compliquée. Et aujourd'hui, comme disait Claire, je dis pas qu'on est dans des tours d'ivoire, loin de là, en tout cas moi pas du tout, mais il y a quand même eu le sentiment qu'il y a une déconnexion déjà du métier et de la radio avec un public plus jeune, parce que Move est la radio la plus jeune de France, d'ailleurs le média audiovisuel télé-radio confondu le plus jeune, même devant Gulli, parce qu'on a une moyenne d'âge de 27 ans. 27. Voilà. Skyrock, la deuxième, c'est 32, puis ensuite... Énergie, c'est au-delà de 40 ans. Énergie, c'est 39. Et après, bon, ça veut dire qu'il y a quand même des beaucoup plus jeunes et des beaucoup plus vieux aussi. Oui, tout à fait. Ça veut voilà. dire qu'il n'y a pas des gens de 20 ans qui écoutent Énergie. Il n'y a pas que les quadras qui écoutent Énergie. Non, voilà. Bien sûr. Là, on parle d'une moyenne d'âge. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, cette réalité de la déconnexion, elle se vit aussi dans l'audience. Et ensuite, il y a la question de la conquête de l'audience et du pourquoi. Et il y a deux questions qui sont posées, qui étaient la question des contenus qu'on mettait à la radio, que ce soit la musique ou autre chose, et on a bien vu qu'on le voit aujourd'hui, entre les contenus écoutés en streaming et ce qui est diffusé en radio, en musique notamment, il y a une vraie déconnexion, hormis sur quelques formats. Je dis pas qu'il faut le faire, mais il y a une vraie réflexion. Et deux, il y avait la question effectivement des représentations, j'aime pas ce mot incarnation, mais animateurs, personnes emblématiques des antennes. Et quand on citait, il y a encore quelques années et encore maintenant, les 10 personnalités les plus connues de la radio, et vous preniez leurs photographies en France, il y avait deux sujets. Un, la place des femmes. Et aujourd'hui, heureusement, qu'il y a des femmes qui font des matinales de radio. C'était pas assez, on le trouve, c'est un vrai sujet. C'était le cas de Fabienne Synthèse à un moment donné. Mais même dans les radios, dans les radios associatives et même les dirigeants de radio, je vous le dis, puisque nous à Radio France, nous on est les exceptions. Radio France, voilà, c'est France Média Monde, on est dirigé par des femmes. Voilà, le service public, c'est très bien, mais c'est vrai que dans les radios associatives et privées, nous, quand on organise des événements, on organise notamment un Radio Tour. Et on a du mal à trouver des femmes pour venir parler radio, notamment dans les régions. C'est extrêmement compliqué pour nous. Et d'ailleurs, même quand vous prenez dans le salon de la radio, c'est quand même très masculin. On n'a pas parlé encore des autres diversités, oui, non, mais c'est hyper masculin. Mais il faut parler des autres diversités, parce que vous avez tout à fait raison. Non, mais je voulais en parler. Oui. On va parler des origines ethniques également. Radio Orient donne la parole à tout cela également. Et puis, je vais parler peut-être encore du plus difficile. Par exemple, les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elles sont suffisamment présentes à la radio ? La radio est un média extraordinaire, justement, pour les personnes en situation de handicap, parce qu'elle a cette agilité qui permet justement... Alors, je sais que vous avez une journaliste qui s'appelle Laetitia Bernard,
qui est un peu une star chez vous, et qui est une personne malvoyante, qui est aveugle, et qui est une extraordinaire journaliste à Radio France. Justement, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Est-ce qu'il y en a assez des Laetitia Bernard? Il y a déjà... Radio France est une entreprise de 4500 salariés, donc une grande entreprise, et on veille, et là, dans mes fonctions aussi sur ce sujet, parce que c'est la question du handicap, on veille déjà à non pas respecter, mais être exemplaire sur la manière dont les salariés sont intégrés. Et donc évidemment, et je le dis souvent, et nous on fait beaucoup d'éducation média, ce matin on en parlait avec Noureddine Zidane, on explique nous déjà aux jeunes et aux gens que la radio c'est pas juste une personne qui parle et c'est tout. Non, c'est une entreprise, une équipe, du comptable, la communication, et donc c'est l'ensemble qui doit être totalement concerné. Et aujourd'hui, les actions sur la question du handicap au sens large sont à Radio France exemplaires. Je le dis pas pour le dire, mais c'est vrai qu'on respecte et on est, j'espère, de plus en plus avant-gardiste sur ce sujet. Y compris à l'antenne? Alors évidemment, à l'antenne, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de personnes en situation de handicap, et vous parlez de Laetitia, qui est exemplaire. Et la question, sur Move, il y en a, mais j'ai même pas envie de le dire. Je pourrais dire un tel, aujourd'hui, est un travailleur handicapé. Laetitia a été médiatisée, mais... C'est pas médiatisé, mais on a un animateur de flux aujourd'hui à Move, qui fait des émissions le week-end notamment, et on a, voilà, et voilà. Mais aujourd'hui, on communique pas dessus, parce que pour moi, c'était tout simplement que quand on s'est parlé, on l'a su, et j'ai tout simplement expliqué, si ta maquette est bonne, quelle que soit ta situation et ton histoire, il n'y a pas de conséquences sur ton travail, au contraire. C'est les compétences d'abord. Les compétences d'abord. Et effectivement, déjà, notre rôle, c'est d'abord de nous assurer que les managers, et c'est ce en quoi on est en train de bouger à Radio France, que les dirigeants du plus haut, ceux qui sont vraiment aux manettes, soient évalués par rapport à leur capacité à intégrer des personnes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur situation de handicap. Et c'est à nous, en tant que responsables, de se dire, tiens, est-ce que quelqu'un qui ne ressemble pas, on va dire, à l'animateur type de radio, pour la faire courte, peut finalement être animateur et être en photo sur le site de Move? C'est ça notre situation. Par exemple, moi c'est vrai, j'ai fait une école de journalisme, c'était au début des années 2000, j'étais à Bordeaux et je me souviens, une jeune journaliste, une collègue qui voulait faire de la radio quand il a fallu choisir entre la presse écrite et la radio. Elle avait un accent du Sud très très prononcé, et un jour il y a un prof qui lui a dit: tu vas avoir du mal à faire carrière. J'ai trouvé ça extrêmement difficile pour elle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas en 2019? Est-ce que si on a un accent toulousain à couper au couteau, est-ce qu'on va arriver sur une antenne? Alors comme... moi j'ai envie de vous répondre là-dessus, parce que nous on a tous les accents. Même oui, en français. Mais en France notamment, est-ce qu'on accepte tous les accents par exemple? Nous à RFI on a tous les accents, parce qu'on a des gens qui sont venus des langues, qui travaillaient en anglais, en allemand, et qui maintenant travaillent en français. Donc on est habitué aux accents. On a des accents du sud de la France, je peux vous le dire. Donc je pense que même que ça peut être un plus, parce que justement du coup on n'a pas le même ton que tout le monde. Les choses ont évolué comme ça. Je voudrais poursuivre sur la diversité dont vous parliez. Vous avez parlé évidemment diversité culturelle, diversité homme-femme, diversité sur la question du handicap et la question du milieu social. Vous ne pensez pas qu'elle a son importance? La question d'avoir dans les sujets qu'on traite et dans nos journalistes, des gens pas simplement issus globalement de milieux privilégiés. On s'est tous étonnés au moment des Gilets jaunes de ne pas être compris des Gilets jaunes. La belle affaire, qui on a dans les journalistes qui sont issus de zones rurales défavorisées ou de milieux défavorisés? Et là se pose pour nous la vraie question du recrutement. Parce que de la formation peut-être d'abord. Exactement, et je vais en venir. Quand on parle du recrutement, il faut du coup parler de la formation. Et autant Sciences Po a fortement avancé dans son recrutement, en faisant un recrutement des banlieues, ça n'a pas fait baisser le niveau, c'est une preuve que le niveau restait le même à Sciences Po et que c'est tout à fait rentable, mais on n'a pas ce recrutement dans les écoles de journalisme. Et moi, j'ai posé cette question à des profs à Sciences Po, parce que moi, j'essaye de recruter dans la diversité et culturelle et sociale, et j'ai du mal. C'est pas si facile que ça quand on veut le faire. Et ce qu'ils expliquent très bien sur l'école de journalisme de Sciences Po et à Sciences Po, c'est que quand ils sont issus de quartiers défavorisés et qu'ils réussissent à Sciences Po, ils ont un besoin vital de gagner de l'argent. Et donc, ils vont plutôt dans des filières où on gagne de l'argent. Et vous savez comme moi que le journalisme, c'est quand même pas la filière où on fait fortune et où on rame pendant des années. Et du coup, ce biais où les gens sont en CDD pendant des années, où on a du mal à donner assez vite des CDI, fait qu'on
La précarité, oui. Mais oui, mais de fait, du coup, c'est les gens issus de milieux sociaux relativement favorisés qui peuvent se le permettre. Qui peuvent résister à cette précarité, aides, exactement, parce qu'il y a des aides des parents. Et je trouve qu'on a une vraie question à se poser là-dessus, sur la formation des écoles de journalisme, les stagiaires qu'on accueille, les stagiaires de 3e, je sais pas ce qui se passe, vous, mais globalement, c'est pas très facile d'accueillir un stagiaire de 3e, parce que... On n'a pas le temps de s'en occuper. On n'a pas le temps de s'en occuper et tout ça. Donc, en gros, on rend service à des amis, à des collègues, et du coup, sont dans ces stages que des milieux relativement favorisés. C'est les enfants d'eux. On a toutes les peines du monde à avoir des gens issus de justement de la banlieue, et je trouve qu'il faut être actif là-dessus parce que ça c'est pas très compliqué non plus. Et on a eu un exemple, moi je trouve déchirant l'année dernière, où une jeune qui était la fille d'un des surveillants de l'entrée de France Média Monde, qui faisait son stage à la cantine. Alors que tous les autres faisaient leur stage dans les émissions. Donc l'ascenseur social, là, il fonctionne pas. Moi, je trouve que c'est rude et excessivement violent pour les jeunes. Et là, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut agir et faire naître des vocations et aussi expliquer à ces jeunes comment se crée l'info. Parce que du coup, il y a aussi quelques barrières qu'on va faire tomber sur les fake news, sur comment vérifier une info s'ils viennent en stage en 3e pendant une semaine. Jamil, alors évidemment, t'accueilles dans tes rangs toutes sortes d'origines. On a parlé de la représentation en termes de handicap, de milieu social, d'ethnie, de religion, etc. Chez Radio Orient, d'ailleurs, il y a toutes les ethnies, toutes les religions, je crois, hein. Et dans tes programmes aussi. Hein. Il y a toutes les religions, il y a toutes les ethnies, il y a... Il va falloir penser aux tranches d'âge. Également. Comme nous d'ailleurs, parce qu'on est un peu concernés. Mais si on parle de recrutement, il y a des centres de recrutement qui sont très performants, qui peuvent aller chercher des gens qui ne sont pas nés dans le 16e. Ça s'appelle les radios associatives. On a un de leurs plus gros présidents qui est là. Et on en a un autre exemple qui est juste là, qui est venu des radios associatives, qui sont venus de l'extérieur de Paris ou des grandes villes, et qui peuvent apporter son regard différent, ses sensibilités, elles sont claires. Elles viennent forcément parce qu'il a complètement vécu autre chose. Nous, ce qu'on fait, pour les stages de 3e, par exemple, parce que ça, c'est pas faux, que 50% des stages de 3e, c'est des copains, des enfants d'eux, etc. On a pris contact avec des collèges de banlieue. Et on a des deals avec eux. On fait une émission d'ailleurs avec des gamins de 3e tous les ans. Ça dure à peu près 4-5 semaines. Ils font du terrain, etc., etc. En échange, c'est qu'ils nous envoient des gamins pour leur stage. C'est ça l'échange, on n'en demande rien d'autre. Et on arrive à recruter dans la diversité. En termes de contenu aussi, et sur l'handicap, pour nous, c'est quelque chose de très important, on a une politique pansement. On fait la journée du handicap le jour de la journée mondiale du handicap. Pour se donner un peu bonne conscience. Voilà, sauf que nous, on l'a fait tous les mois. Tous les mois. Donc vous faites des espèces de vie ma vie en fait. On n'arrête pas, et parce que ce qu'on essaie de passer comme message, parce que ça peut permettre aussi de comprendre que le vivre ensemble est une nécessité. Pour nous, un handicapé qui peut pas monter dans un bus à Paris, il a exactement le même problème à Alger. Il a le même genre de problème au Maroc. À Beyrouth, il n'a pas ce problème parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Vous voyez, on rebondit sur un autre problème. Tiens, pourquoi il n'y a pas de transport en commun ? Il faudrait peut-être favoriser les transports en commun. On utilise ces biais-là pour dire, regardez, il y a des différences de religion, des différences de langue, etc. Mais il y a des problèmes communs, le chômage des jeunes, la formation des jeunes, etc. Donc c'est ces angles-là qu'on utilise. Et l'autre politique aussi, c'est qu'on n'attaque jamais. C'est-à-dire, on remet jamais en cause les personnes qui s'occupent de ça. On fait venir plutôt leur opposition en disant, ce serait bien que vous parliez. Ça se perd un tout petit peu sur un certain nombre de radios, les grandes notamment. Notre boulot à nous, de journalistes, c'est de donner l'information pour une raison très simple. Nos éditeurs ont un cerveau. Ils sont parfaitement capables de comprendre si on leur donne toutes les données. On ne doit pas les biaiser. Après, sur la diversité et sur la représentativité des femmes, on a fait un très beau test et on est actuellement en cours de test. Vous savez qu'il y a des municipales. Je sais que personne n'en parle, mais il y a des municipales. Ça va arriver. Après le coronavirus, on en parlera. Peut-être. Sauf s'il y a encore d'autres trucs qui se passent. Et on fait des tests. On demande à tous les partis politiques dans toutes les communes qui sont autour de Paris, dans Paris, etc., de nous envoyer un représentant homme. Et quand c'est un représentant homme une fois, le prochain, ça peut être qu'une femme. Et nous, on est un peu casse-pied là-dessus. Donc on dit, écoutez, la dernière fois pour le Parti Socialiste, c'était Narassian, la prochaine fois, ça devrait être quelqu'un d'autre. Vous avez du mal à trouver des femmes ?
ils ont eux-mêmes du mal à trouver. En difficulté, ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, si les gens qui vont nous représenter demain au niveau local, le local est beaucoup plus important que la politique nationale, croyez-moi, parce que c'est la vie quotidienne des gens tous les jours. Peut-être que je parle aussi comme ça parce qu'on est une radio un peu de proximité, je sais pas. Mais si ça, c'est pas traité à ce niveau-là dans tous les partis, ils ont tous le même problème. Et mon équipe a un mal de chien à avoir un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, moi, je suis un peu pénible parce que je leur dis, ah bon, c'est un homme la dernière fois, maintenant je veux une femme. Ils ont du mal. Ils ont du mal à recruter. Les gens qui font leur communication ont du mal à amener ces candidats-là. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, au final, parce qu'il n'y a pas la ressource, non? Non, je pense pas que c'est de la mauvaise volonté. Il y a pas la ressource. Oui, c'est pas de la mauvaise volonté, mais tout dépend quelle place on laisse aux femmes de fait, et quand elles sont dans des débats, quelle place on leur laisse et tout ça. Non, je veux dire, le côté les femmes veulent pas venir, moi j'ai beaucoup de mal avec ce discours-là parce qu'on leur laisse pas la place. Je trouve que Jamel a soulevé des choses hyper intéressantes sur la question le handicap, c'est pas une fois par an. Nous, du coup, on s'est mis à calculer du handicap, on en parle finalement combien de fois par mois. Eh bien, on s'aperçoit que l'émission santé en parle 2 fois par mois, que l'émission société 7 milliards de voisins en parle de fait 2 fois par mois, que dans le débat de fin de journée, c'est assez. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais enfin, je veux dire, on est déjà sur des taux sacrément importants, parce qu'après, il y a d'autres aspects. Je trouve que c'est quand même. Et puis il y a des sujets transversaux aussi. Hein. Voilà. Et sur la question du nombre de femmes qui interviennent à l'antenne, je trouve que cette question est super intéressante. Le CSA nous demande maintenant de calculer dans nos intervenants, dans nos invités, dans nos chroniqueurs, le pourcentage de femmes. Et alors? Et ce pourcentage, du coup, quand on en prend conscience, il va très largement en augmentant. Si on voit nos médias, que ce soit RFI ou France 24, depuis qu'on se met à se faire ce calcul. Et moi, j'ai été très frappée. Vous l'avez, ce calcul à nous donner oui, de tête, peut-être? Les derniers chiffres, on est à 40%. Donc on est vraiment en train de. Donc 60% d'hommes. Oui, dans les intervenants, mais allez calculer dans les autres médias, vous allez voir. On est largement dans les très très bons résultats. Mais moi, j'ai été très intéressée quand on m'a fait faire ce calcul et que je présentais Priorité Santé. Donc une émission de santé où on se dit, à l'heure actuelle, dans les médecins, il y a largement la moitié de médecins qui sont des femmes, si ce n'est plus. Et on a fait le calcul. Et on s'est aperçu au moment, c'était il y a 5 ans, qu'on avait 25% d'invités qui étaient des femmes. Là-dessus, c'est vrai qu'on a majoritairement, nous, dans une émission comme celle-là, plutôt des chefs de service qui interviennent. Donc j'avais appelé la PHP, les hôpitaux publics de Paris, pour demander quel était le pourcentage de femmes chefs de service. Évidemment, le service de presse n'a pas voulu me répondre, mais évidemment qu'il y a des médecins qui avaient déjà fait le calcul. 9% de femmes chefs de service. Voilà. Et donc ça, c'était déjà intéressant à entendre il y a 5 ans, mais il y avait 50% d'agrégés, donc de professeurs en nomination. Année après année. Donc c'est en train de changer. Là, il y a le numerus clausus qui a permis de... Priorité Santé est passé à 45% d'invités, enfin on est quasiment à l'équilibre entre invités hommes-femmes. Il suffit quand on se pose la question de quel invité, quand il y a un panel, on dit mais vous auriez pas une femme qui puisse parler de ça. J'ai un souvenir très précis, moi, de Marie-Christine Saragosse m'appelant ou me mettant un SMS à Dakar. Je venais de faire une émission sur la mortalité maternelle et elle me met un SMS, tous ces hommes pour parler du ventre des femmes. 3 petits points. Quand la patronne dit ça, en plus. Mais je trouve que et en fait, dès qu'on est attentif à ça, si on est, je dirais, pas trop bête, parce qu'évidemment, il y a toujours des réticents qui disent, mais il faut à compétences égales, ça va, on trouve des femmes qui sont compétentes, il n'y a pas de lézard. Donc, dès qu'on est un peu attentif à ça, on peut très vite faire changer la balance et faire tourner les choses. Et je pense que c'est capital parce que notre auditoire a besoin de se retrouver dans les gens qui interviennent. Alors peut-être parlons des contenus. On a parlé de ceux qui font la radio. Emmanuel Boutrin du SNRL. En 2020, est-ce que le compte y est là pour l'instant en termes de diversité? Alors c'est très intéressant d'être parmi vous dans le public. Bonjour à tout le monde. C'est très intéressant parce que j'ai pu écouter comme témoin finalement ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux d'abord, c'est que la radio est un vieux média déjà, et qui a considérablement évolué. Dans les années 40, 50 et 60, c'était des voix d'hommes, et aujourd'hui on s'aperçoit que ce sont beaucoup de voix de femmes à la radio. Donc déjà en termes de diversité de genre, je pense que les choses ont évolué, d'une manière globale et générale. Je voudrais appuyer mon propos par des statistiques. Il s'avère que dans notre branche, dans la branche de la radiodiffusion, il y a ce qu'on appelle un rapport, une étude de branche qui est obligatoire, qui est faite par la Direction générale du travail, où on peut avoir des statistiques. Et notre branche est extrêmement bien placée en termes de diversité, pas de diversité ethnique, puisque c'est interdit en France, mais de diversité en termes de genre, ou par exemple de handicap. Et il s'avère que la radio
est une des branches professionnelles, une petite branche. Il y a 5000 salariés, oui, 5 000 à peu près. salariés, plus 4 900 dans le service public. Il s'avère que notre branche est extrêmement bien placée, par exemple, en termes d'intégration de personnes handicapées. On est en règle générale à 2,5 points de personnes handicapées à tout poste de travail, que ce soit des journalistes ou autres personnels. Et je fais un petit focus, permettez-moi, sur les 600 radios associatives, qui emploient 2600 salariés au total. On est à 4,1 points sur les seules radios associatives. Ça veut dire que quand on est entreprise, médias et entreprises de proximité, on a beaucoup, j'allais dire, plus de propension à intégrer ou à accepter, à faible niveau salarial, bien évidemment, puisque c'est le cas des radios associatives, on va en reparler, mais à accepter et à intégrer et à tutorer des personnes qui peuvent être en situation de difficulté, quelle qu'elle soit. Pour le taux de femmes en général, d'ailleurs, les radios de catégorie A, les radios associatives, ont un taux d'emploi féminin très important, mais Radio France aussi, par exemple. Voilà, plus important que la moyenne nationale dans les autres branches professionnelles. Moi, je trouve que la radiodiffusion est extrêmement intéressante à ce niveau-là, parce que c'est un média qui est vertueux, relativement vertueux, en termes de diversité. Madame, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit en termes, finalement, d'origine sociale. L'intérêt d'un média de proximité, c'est que c'est aussi une entreprise de proximité. Et comme je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 600 petites entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à statut associatif, mais avec des vrais salariés, des vrais professionnels, qui sont sous la même convention collective et qui sont présents aux 4 coins du territoire, en milieu urbain bien évidemment, mais surtout en milieu rural. Et il s'avère que pour les stages de troisième, j'ai beaucoup apprécié votre image des stages de troisième. On aura tous des enfants, voire des petits-enfants, qui à un moment vont nous demander des stages. Il s'avère que quand on est un média de proximité, on intègre très facilement des gens, non pas de notre famille, mais de notre quartier. Alors, ce que disent les Canadiens de la communauté. De la communauté. Voilà. D'ailleurs, ils appellent ça des radios communautaires, les Canadiens. Hein. Même les Belges et les Suisses, nous en France, on a du mal à dire communautaire, mais finalement, vous êtes des radios communautaires. Mais c'est vrai que ça prend tout son sens. La communauté, c'est la communauté du territoire. Et là, c'est vrai que la radio associative, mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la radio associative est non seulement un marchepied, parce qu'on peut aussi y faire carrière, mais on a envie aussi de changer, d'évoluer, de progresser dans sa carrière. Et c'est vrai qu'on peut aller passer d'une radio associative au service public, d'une radio associative à la catégorie, mais l'inverse est moins vrai, parce qu'il y a des questions presque de stéréotypes d'ailleurs, hein, on pourra en reparler. Et ce que je voudrais dire surtout, et ce que j'ai entendu par vos témoignages, c'est que vraiment, je crois qu'on ne doit pas avoir honte dans la radiodiffusion en général, que ça soit le privé, l'associatif en particulier, mais pas seulement, ou le public. On ne doit pas avoir honte de nos métiers, finalement de la communauté de métiers qu'on représente, parce qu'on fait des efforts. C'est un média qui a considérablement évolué. Et on ne doit pas avoir honte de nos efforts en faveur de la diversité de genre et d'autres types de diversité, bien entendu. Pardonnez-moi d'avoir été aussi long en tant que témoin. C'était très intéressant. Ce qui m'embête un peu ici, c'est que j'ai que des bons élèves, en fait. J'aurais voulu avoir des mauvais élèves, puisque derrière ces chiffres qu'il faut peut-être analyser, il y a les très très bons élèves, puis il y a les très 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 mauvais. Je voulais juste parler C'était bien qu'ils nous disent que quand même c'était très de la radio, c'est pas mal. Un peu d'optimisme. On peut toujours faire mieux, mais on n'est pas si mauvais que ça. On n'est pas mauvais. Je le promets, je le promets au public, on n'est pas mauvais, et ça doit se traduire par contre, mais c'est un autre propos, madame, monsieur, c'est un autre propos, ça doit se traduire à l'antenne. Mais honnêtement, sur le service public, ça se traduit à l'antenne. Alors oui, justement, parlons du contenu. On a parlé justement de ceux qui font la radio. On a eu des chiffres assez intéressants et qui donnent aussi de l'optimisme, même si il faut continuer de faire des efforts. C'est sur les programmes. Finalement, Bruno, j'ai même pas envie trop de t'interroger sur Move, parce que quand on écoute Move, oui, c'est une radio qui est de la diversité. Parlons peut-être des 6 autres chaînes de Radio France. Tu es président du comité diversité. Qu'est-ce qui est fait à Radio France, justement, pour que sur Inter, sur Bleu, sur France Info, justement, dans les contenus, on intègre toutes ces diversités dont on a parlé? Déjà, pour rebondir sur la question d'attractivité, et juste un complément, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'il y a une problématique de double attractivité, ça veut dire de dire au public, jeune ou moins jeune, quel
quelle que soit sa provenance géographique, que nos métiers sont attractifs. Parce que spontanément, les jeunes ne vont pas se dire tiens, j'ai envie de travailler dans la radio aujourd'hui. Donc, et ça, c'est un premier sujet. Et on parlera dans les écoles de journalisme. Pour toutes les raisons que tu donnais, Claire. C'est vrai qu'à Radio France, vous êtes une très grosse entreprise avec des process. Mais aujourd'hui, ça a changé en quelques années. Et maintenant, la meilleure façon d'entrer à Radio France, y compris dans la filière journaliste, c'est par l'alternance dans un nombre d'écoles qui est plus ouvert que ce qu'il était. Et cette alternance, on bosse avec Mosaïque RH notamment, elle est valable pour tous les métiers. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, sur 35 salariés permanents à Move, je compte pas les antennes, on a 5 alternants. C'est une statistique qui est quand même pas mal. Et pour moi, c'est existentiel. Et tous les mois, moi, j'ai mon rendez-vous avec mes alternants, le rendez-vous des alternants, où ils viennent dans mon bureau et on fait un brief sur tout ce qui se passe à la radio. Parce qu'en plus, ils ont entre 20 et 22 ans. Ils sont tous à l'école. Et c'est mon cœur de cible. Et donc, ils ont mot sur tout. Alors qu'un alternant de la com, il peut me donner des idées sur l'antenne et vice-versa. Donc ça, c'est je peux compléter. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Parce que nous, en termes de recrutement, quand vous avez eu quelqu'un en alternance pendant 2 ans, vous savez vraiment ce qui vaut au bout du compte et si vous pouvez l'embaucher derrière ou pas. Donc c'est vraiment, les deux sont gagnants dans cette histoire. C'est le sujet aujourd'hui numéro 1 de l'attractivité. Sur les contenus, évidemment, moi, je suis pas en position de donner, de d'édicter quelles que soient des règles sur les contenus des autres stations. Je dirige Move, c'est déjà pas mal. Et j'essaie par contre d'avoir une vision sur les process. Aujourd'hui, quand t'es arrivé à Move, quand même, mais Move, ça a totalement changé. Et on avait un problème avant. Oui. On avait un problème, c'était aujourd'hui, on ne pouvait pas faire un média qui ne prenait en compte aucune diversité. Et donc, soit de manière volontaire ou involontaire, c'est pas le sujet, c'était pas possible. Donc, on a changé. Maintenant, concernant l'ensemble de Radio France, déjà, 1500 salariés sont en région. Donc on a 44 radios, vous les connaissez, les France Bleu, et donc c'est les radios de territoire. France Bleu n'a pas les mêmes typologies de public, mais sur les radios nationales que vous avez citées, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, la transformation qui s'opère, elle s'opère déjà, ça a été fait par France Inter, par la féminisation des antennes, en disant déjà, faisons en sorte que et les femmes sont arrivées de manière massive aux antennes, mais aussi, c'est une des explications de la progression de France Inter en audience. Et 2, sur la typologie des contenus, qui fait qu'à un moment donné, les experts et les expertes, c'est un travail en permanence de trouver les bonnes personnes qui s'expriment. Mais ça ne veut pas dire qu'on a totalement fini notre mue et qu'on a maintenant, on est arrivé à une situation idéale. Move va beaucoup participer à aller chercher des publics nouveaux, France Bleu, France Inter, et l'ensemble des radios ont cette réflexion. Et moi, j'anime ce comité pour justement à tout moment poser la question et mettre la question sur la table, y compris des partenariats, y compris... voilà. Deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, notre audience n'est pas qu'une audience de radio. L'audience du podcast, c'est 60 millions de podcasts par mois. C'est avec France Info, c'est tellement énorme, l'application France Info, mais on parle de 100 millions de visites avec le site internet de France Info. On touche maintenant un public qui n'est pas celui de la radio, et la typologie de public qu'on a sur le digital n'est pas la même que celle de la radio. Donc déjà, quand on prend non pas uniquement la radio en tant que radio, mais les marques et l'impact, on peut considérer aujourd'hui que avec le digital, notamment, on touche maintenant quasiment tous les Français, ce qui était moins le cas sur la radio FM pure. Aujourd'hui, on a eu 2 chocs sismiques en France au niveau sociétal. Je le rappelle tout le temps, moi, parce que moi je l'ai vécu à Génération en 2005. On a eu la crise des banlieues qui a provoqué 2400 personnes qui ont été condamnées par la justice. Hein. Donc on le dit, mais dans les mêmes conditions que la crise des Gilets jaunes, sauf que ça n'a pas été analysé de la même manière. Et aujourd'hui, Radio France, comme tous les médias, avait été interloqué par le fait qu'elle comprenait qu'elle n'était pas du tout en contact et en manière d'expliquer ce qui se passait dans les quartiers, notamment chez les jeunes. Cette question, elle a été renouvelée sur la question des Gilets jaunes, où évidemment France Bleu faisait des remontées beaucoup plus précises, parce que France Bleu était sur les ronds-points, mais qu'il y a eu beaucoup de critiques de la capacité qu'on avait dans les antennes nationales à comprendre et à inviter. Certaines France Bleu ont été d'ailleurs oui, il y a eu aussi agressées, mis à sac, il y a eu de la difficulté. On ne sait pas qui exactement, je ne vais pas me prononcer. Il y a eu à Reims, la locale de France Bleu Champagne. Je ne fais pas le lien direct entre les Gilets jaunes et ce qui s'est passé, parce que notamment les enquêtes qui sont en cours montrent que c'est des choses plus... Mouvance d'extrême gauche, a priori, à Grenoble, la France Bleu Isère, oui. Des mouvances qui ne sont pas spécialement gilets jaunes, mais qui sont des mouvances anarchistes qui pourraient profiter d'une occasion. Mais tout ça pour dire qu'on a été confronté à des mouvements populaires et cette question-là, elle se pose et ça fait partie du sujet qui fait qu'à un moment donné, on doit interroger à tout moment de qui a le droit de dire quoi. Est-ce qu'il faut être éduqué, blanc, de 50 ans pour avoir le droit de s'exprimer ?
Et c'est ça notre sujet, dire qui peut avoir une parole légitime. Et ça, c'est une question qui interroge la direction des antennes. Voilà, nous on a monté dans le choix des invités, enfin dans vraiment. mais dans le choix des expressions, nous on a monté à Move, et je finirai là-dessus, un projet qui s'appelle Débattle, qui est le débat du soir tous les jours de 19h à 20h, avec un casting qui est très différent. Mais surtout, je considère que l'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens qui s'expriment soient extrêmement différents. Voilà, c'est une des pistes, c'est plus exprimer les auditeurs. Ce qui est le cas sur l'ensemble des chaînes, et surtout de leur permettre de s'exprimer, y compris avec leurs mots et avec leur manière de le faire. Finalement, cette histoire de diversité, tu as parlé de la crise des banlieues, des gilets jaunes. On pourrait parler aussi des attentats à Paris, attentats contre Charlie Hebdo, où évidemment le rôle des médias est encore plus pointé du doigt dans la façon dont on va les traiter. Je évidemment poser la question à Djamil, où derrière, évidemment, c'est des sujets que vous avez traités à Radio Orient avec un prisme un peu différent, et notamment quand on parle de sujets qui sont ultra sensibles. C'est extrêmement dur d'en parler. C'est dur, mais il faut en parler. Et en plus, c'est bien qu'on parle de l'attentat de Charlie. Charlie, ça a été la ligne rouge. C'est là qu'on a tous compris que l'impossible est possible, que l'inadmissible est arrivé, et que derrière, il pourrait y avoir des choses. Ce que nous, on avait peut-être en plus par rapport aux autres médias, mais pas RFI, bien évidemment, c'est qu'on savait que ce genre de choses arrivait dehors, tous les jours, et que ça pouvait aussi arriver en France. On ne nous croyait pas quand on expliquait, ça va arriver. Des agressions de rédaction dans beaucoup de pays, oui. Pas que de rédaction, parce que finalement, à part le fait que Charlie, c'est des journalistes, etc., c'est aussi des gens qui ont été tués pour ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils pensaient pas comme les autres, parce qu'ils pensaient pas comme il fallait penser. Ça, c'est des choses que de l'autre côté de la Méditerranée, on fréquentait quotidiennement. Donc, c'est des choses qui nous permettent de parler de problématiques et de parler de la montée, finalement, des extrémismes. Et la montée des extrémismes n'est pas une spécificité française. Loin de là. On n'a pas honte de ce qui est en train de se passer en France. Il ne faut pas avoir honte. Il faut se battre contre ça. Il faut informer. Mais il n'y a pas que chez nous que les choses sont en train de se passer mal, qu'il y a des discours d'exclusion qui sont en train de se faire. C'est un mouvement un peu général. Et nous, de là où on est, mais je pense qu'AFI le constate, on le constate que c'est un mouvement un peu général qui peut faire très peur. Et quand on parle des mouvements sociaux, et nous on profite, le terme n'est pas bon, de ce qui se passe avec les gilets jaunes pour expliquer aussi qu'en Irak, il y a des manifestations, qu'en Syrie, il y a des manifestations, qu'au Liban, il y a des manifestations, et ainsi de suite. Je ne parle pas des guerres civiles ou pas. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui manifestent parce qu'ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'accès à l'avocat direct. Les journalistes se font abattre. On a vu des images en direct qui choquent personne sur les réseaux sociaux et ailleurs, on les a passées, de journalistes se faire abattre dans leur voiture parce qu'ils ont écrit un article et pas plu à l'autre partie. C'est pas grave, on sait pas qui c'est. C'est pas grave. Des journalistes irakiens, des journalistes syriens, et on a vu hier, pas plus tard qu'hier, des manifestants au Liban, dans le sud du Liban, si je ne me trompe pas, se fait casser la figure par des bras armés, même pas masqués, d'un parti politique. Ça, c'est quand on nous parle d'incidents qui ont lieu à Paris, que ce soit avec les forces de l'ordre ou avec d'autres, des casseurs, c'est des choses qui sont pas que dans l'Hexagone, c'est des choses qui existent ailleurs. Et nous, notre boulot à nous, finalement, c'est de dire, il y a une véritable crise sociale d'accès au logement, il y a une véritable crise sociale d'accès au salaire respectable, à la respectabilité sociale de l'accès à l'emploi, pas seulement de la banlieue par rapport à Paris ou de la province par rapport aux grandes villes. Il y a ce problème en dehors des frontières. Il faut qu'on le rapporte. Ça veut dire qu'on a vraiment des problèmes communs. L'accès aux femmes à un certain nombre de métiers, c'est pas une spécificité française, hein. Loin de là. Loin de là. Donc on fait nous aussi un peu des statistiques. Sur la campagne, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la campagne électorale actuelle, on a fait la même chose, parce que Radio Orient le fait. On a demandé à tous les pays qui ont des élections locales et pour lesquels les ressortissants d'origine ont le droit de voter en France, de respecter la loi française sur les temps de parole. Au début, ça a été un peu compliqué à certains pays, mais tout le monde a finalement accepté. On a fait venir tous les représentants de leur parti ou ceux qui étaient leur porte-parole. Et là aussi, on est entre 12 ou 13% de femmes. C'est pas un problème hexagonal, c'est pas une excuse, c'est un vrai problème, mais c'est pas un problème hexagonal. Idem l'handicap. Moi, je regardais le nombre de candidats handicapés qu'il y a sur la région parisienne. Le salon de la radio et de l'audio digital.
3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.